Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Iris Castin. Iris est éducatrice comportementaliste canin spécialisée en soins coopératifs. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens et comment elle en est venue à se passionner pour son sujet de prédilection, les soins coopératifs. Des différents aspects que ce travail comprend à l'utilisation pratique de cet entraînement, Iris nous explique pourquoi c'est un sujet fondamental qui a de l'avenir devant lui. Accompagner un changement d'état émotionnel, donner un vrai pouvoir de contrôle à son chien et avoir des clés quand les soins sont nécessaires sans qu'il n'y soit prêt, vous saurez tout ou presque de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Iris. Bonjour Iris. Salut Claire. Tu vas bien ? Bien et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Iris ? Je m'appelle Iris Castin, je suis comportementaliste médiateur pour animaux de compagnie dans les Hautes-Alpes. J'exerce depuis maintenant 7 ans et mon activité a pas mal évolué ces dernières années. Un éducateur qui travaillait, on va dire, sur une clientèle locale. Je travaille beaucoup en ligne maintenant. Ok, ça marche. Tu vas nous raconter tout ça. Du coup, tu as des chiens. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, j'ai 4 chiens dans ma vie. La plus âgée maintenant, elle a 11 ans. Elle s'appelle Kali, c'est un berger des Shetland. Avec elle, j'ai fait beaucoup d'agility. Et puis maintenant, elle est à la retraite, mais elle est encore bien dans la pêche. Et puis ensuite, j'ai sa fille qui a 4 ans, qui s'appelle Newbie, qui est née donc à la maison. Avec elle, du coup, j'ai compensé un peu les compétitions cette année. Et notamment, on revient des Pays-Bas. Là, on a fait les championnats du monde IFCS la semaine dernière, donc c'était bien sympa. Et ensuite, j'ai Ryu, qui est un border collie qui a 2 ans et demi. Et Sonic, qui a 16 mois. C'est un Shetland, un très grand Shetland. Il est complètement hors standard au niveau gabarit. Ok. Voilà. Je vais rembobiner un tout petit peu l'histoire. J'aimerais bien revenir sur ton expérience antérieure avec les chiens, avant d'avoir tes 4 loulous. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens dans ta vie ? Est-ce que tu as toujours été entourée d'animaux ou est-ce que c'est venu plus tard ? J'ai eu un chien quand j'étais toute enfant, un chat de famille qui était un collet, qui je pense explique un peu mon attirance vers tout ce qui est type collie, donc border, Shetland et collet. Ça a été un chien qui a été très important pour moi. Dans ma tête de petite fille, pour moi c'était mon frère, quoi. Mes parents, ils l'ont pris à peu près quand mon petit frère est né. On est 2 dans la famille de 2 pattes, en tout cas, dans la fratrie. Et Patton est arrivé à peu près au même moment, et pour moi c'était vraiment comme mon frangin, donc... On était très proches, on faisait les 400 coups avec mon frère humain et mon frère canin pendant pas mal d'années. Et puis il est décédé quand il avait 7 ans, donc relativement jeune. Et moi j'en avais à peu près 9-10, quoi. Voilà. Donc ça a été très dur, sa disparition, et j'ai même plus pensé à avoir un chien. Pendant des années, ça me passait même pas par la tête, quoi. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux, donc j'ai fait beaucoup d'équitation. Au collège, je voulais être éthologue. Voilà, j'avais vraiment cette attirance vers les animaux, mais c'était quand même un peu comme si les chiens, c'était plus une question actuelle. En tout cas, voilà, ça se posait pas. Et c'est que quand j'étais en couple avec un garçon quand j'avais vers 18-20 ans, et lui, il a pris un chien, et en fait, c'est un peu moi qui me suis collée à me renseigner sur l'éducation, et j'ai remis le doigt dans l'engrenage, en fait. Et donc, je me suis occupée un peu de ce petit chien quelques mois avant qu'on se sépare. Et quand on s'est séparés, j'ai voulu prendre mon propre chien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières recherches sur qu'est-ce que je pourrais prendre. Et au départ, j'aimais bien tout ce qui était nordique. Physiquement, on va dire, ça m'attirait. Puis après, quand je me suis renseignée sur le caractère, je me suis dit, ah non, ça peut pas être du tout un chien pour moi. Pas pour ce que j'avais envie de faire. Et du coup, tout de suite, je me suis retournée un peu vers le collet. Et puis, j'ai découvert le border et le Shetland à ce moment-là, qui était un peu plus sportif et qui collait un petit peu plus à moi, mon mode de vie.
Et du coup, c'était il y a 15 ans maintenant. Voilà. Ok. Tu avais quand même pour projet de faire du sport avec ton chien. C'était le projet de départ. Ça a toujours été là-dedans? Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les chiens, j'ai découvert les sports canins, mais je ne savais pas que ça existait vraiment avant, parce que le chien de mon copain, j'envisageais pas faire spécialement de sport avec. Je m'étais juste intéressée à l'éducation et comment on éduque un chien. Et c'est vrai que j'ai tendance à, une fois que je plonge un truc dans un truc qui m'intéresse, je suis absorbée par ça. Et j'avais fait l'équitation, j'avais fait des concours, etc. Donc j'aimais un peu le sport aussi déjà avec les animaux. Et moi, à cette époque-là, quand j'ai commencé à réfléchir à prendre un chien, je faisais du ski à haut niveau. J'étais un peu à l'espoir. Donc j'ai toujours été un peu compétitrice et sportive. Voilà, ça a toujours été quelque chose on va dire, un fil conducteur dans ma vie. Ouais. Et du coup, ça a été une époque où je me suis pas mal blessée. Et je tenais encore dans le ski, j'étais encore vraiment investie, j'avais des sponsors, tout ça qui me suivaient. Et quand j'ai pris mon premier chien, je savais que j'ai découvert un peu l'agility, parce que c'est vraiment le sport qui ressemblait un peu au jumping équestre, une discipline que j'avais déjà, moi, pratiquée auparavant. Et donc ça m'a assez attirée, on va dire, au départ, cette discipline en particulier. Et donc je m'étais dit, voilà, je vais prendre un chien, je vais faire du sport avec. Mais quand je me suis renseignée sur le border, j'ai découvert le troupeau, j'ai découvert l'obé rythmé, le frisbee, le canicross, et au départ, tout m'intéressait, quoi. Il n'y avait pas vraiment un truc qui se détachait. Bon, la GT, je pense que ça a toujours été un truc qui m'attirait le plus, mais parce que j'aime bien courir et j'aime bien me dépasser aussi avec mon chien. Et donc voilà, et donc j'ai trouvé mon premier chien un peu par hasard en regardant un peu les annonces sur le Bon Coin à l'époque. Il n'y avait pas trop de border en refuge, c'était pas une race à la mode comme aujourd'hui. Donc il y a 15 ans, on ne pouvait pas en trouver un comme ça sur Facebook. Facebook, ça commençait tout juste. Et on ne trouvait pas des borders partout. Donc je l'ai trouvé un peu par hasard sur une annonce Le Bon Coin et j'étais sur un forum de border collie à l'époque. J'avais pas le permis, tout ça, et à quelqu'un le forum, on va s'entraider pour récupérer le chien. J'allais le chercher en train. Et puis au départ, moi j'étais en famille d'accueil pendant mes études de ski, en ski-études. J'ai des personnes âgées je pouvais pas prendre ce chien avec moi. Et donc j'ai quelqu'un qui l'a gardé pendant 2 mois et demi chez elle en famille d'accueil. Et moi j'allais tous les week-ends le voir. Donc ça a commencé comme ça. Et puis cette personne, elle faisait des sports canins. Donc elle avait un petit troupeau chez elle de petits moutons douessants. Et puis elle allait faire des concours d'agility. Donc elle m'a trimballée un peu partout pendant 2 mois et demi tous les week-ends. Et c'est un peu comme ça, voilà, que ça a démarré pour moi, mon premier pied dans le monde canin, quoi. Voilà. Ok. C'est vachement... c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un parcours assez atypique. Finalement, tu as toujours été... c'est vrai que quand tu dis que le sport est un fil conducteur de ta vie, c'est le cas aussi pour ta vie avec chien. Et c'est assez rigolo. Ouais, C'est c'est chouette. vrai que ça peut être un peu atypique parce que c'est vrai que c'est de se dire, tu prends un chien parce que tu as envie de partager quelque chose avec, mais c'est pas juste une vie, on va dire, de compagnie, c'était partager plein d'activités, quoi. Et c'est vrai qu'avec Boost, du coup, ce border, mon premier chien, on a testé vraiment plein de trucs, quoi. J'ai fait bien sûr un peu d'agility, mais on a fait du troupeau, on a fait du frisbee, on a fait de l'obé-rythmé, on a fait du canicross. La première compétition que j'ai faite, c'était genre dans peut-être le premier mois où il était encore famille d'accueil. Elle m'a dit, ah ben, il y a une compétition juste à côté. Ok, un harnais, une laisse, on va courir. J'avais aucune notion de préparation physique à ce moment-là du chien, donc maintenant je ferais pas ça avec un chien qui a jamais couru, mais on a dû essayer une fois de courir ensemble pour voir s'il voulait bien tracter un peu, courir devant moi. Et la semaine d'après, on faisait 7 km quoi, en compétition. C'est un peu voilà, c'est pas ce que je ferais maintenant, je préparais quand même mon chien Ne avant. faites pas ça chez vous. Voilà, ne faites pas ça chez vous, mais j'ai fait ça. On a fait un peu de traîneau, on a fait vraiment plein de trucs, Trop du cool. ski joring aussi. Ouais. Ça a été super, c'est le chien avec lequel j'ai fait le plus de choses différentes et je pense avec lequel je lui ai appris le plus de choses aussi. Voilà, j'ai vraiment envie d'explorer tout, j'avais tout envie d'essayer. C'est trop cool. Voilà, c'est le loup. Plus la rando évidemment, parce que j'habite en montagne et ça c'est... Enfin, j'en parle même pas, mais c'est incontournable des activités qu'on a partagées et que je partage aujourd'hui toujours avec mes loulous. Et puis, du coup, il m'a aidé un peu à passer cette transition de faire mon deuil de ma carrière de ski parce que, en fait, je me blessais tout le temps, j'avais été opérée et malgré l'opération, ça revenait, les blessures, elles revenaient. Je faisais des luxations de l'épaule et du coup, j'ai commencé un peu à
avoir de l'appréhension, parce que moi je faisais du ski freestyle, donc c'était une discipline où on fait des sauts, il faut un peu tomber pour progresser. On peut pas trop progresser sans tester des trucs qu'on maîtrise pas encore, et rater forcément sur ses pieds, ça marche pas comme ça. Et donc à chaque fois que je tombais et que je prenais une grosse chute, mon épaule elle tenait pas, quoi, malgré l'opération, tout ça. Donc j'ai commencé à avoir de l'appréhension, à perdre un peu du plaisir. Et donc Boost, il m'a aidé aussi à faire cette transition, de me dire j'arrête en fait, et je vais faire autre chose, et je vais m'investir dans autre chose avec mon chien, parce que je m'éclate avec mon chien, et le ski, voilà, ça a été une partie de ma vie, mais je vais fermer cette porte là maintenant, quoi. Donc appeler mes sponsors, leur dire je continue pas, j'arrête, et tout plaquer du jour au lendemain, quoi. Voilà. Ouais. Ah, c'est une sacrée étape. Ça faisait combien de temps que tu l'avais, Boost, à ce moment-là? 1 an et demi, un truc comme ça, ça a été assez rapide. Et du coup, donc j'ai fini genre en mi-juillet, et quand j'ai ma 3e année, Boost, je l'ai pris quand j'étais en 2e année. Donc la 3e année, j'ai fini mon année, et après je me suis dit, l'année prochaine, je fais un BTS agricole. Je vais m'installer, prendre des chèvres et élever des border collies. Au départ, c'était ça que je voulais faire. Et puis, donc post-ski, voilà. Et en fait, j'ai commencé une formation agricole, je suis rentrée dans ce BTS. Et finalement, ça s'est mal goupillé avec mon maître d'apprentissage. Et du coup, j'ai dû quitter la formation parce que j'ai pas retrouvé quelqu'un. Donc voilà, ça a été la fin de mon projet agricole, entre guillemets. Voilà. Ok. Ça a été court. C'était pas ça qui t'attendait. Voilà, c'était pas ça qui m'attendait. Faut se dire ça comme ça. Ok. Comment t'es devenu éducateur? Comment finalement t'as réussi à en faire ton métier, alors malgré ce faux départ là qui t'a stoppé dans ta lancée? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu perdue. J'étais pas mal perdue. Du coup, là cette année-là, c'est terminé, on va dire, en novembre. Après, j'ai fait un petit boulot. De toute façon, c'était une année scolaire perdue. Donc, et sur Gap, en fait, là où j'habite, il y a une université qui propose un diplôme qui s'appelle Métier de la montagne, qui a une licence pro et un master pro après. Qui, on va dire, collé à mon historique de ski, de montagne. On parle aussi un peu de développement local, de nature, écologique, etc. Ça a été un peu, ça colle avec mon vécu, donc je vais faire ça. Mais ça n'était pas, c'est ma vocation, quoi. Donc j'ai commencé cette formation-là, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master 1. Et en fait, du coup, ça m'a permis de voir que les copains des promos d'avant se retrouvaient avec Bac+5 à faire de l'accueil en office de tourisme pour le SMIC. Et je me suis dit que c'était pas vraiment ce qui m'enthousiasmait. Et du coup, c'est là que en fait, le chien avait... Pendant toute cette durée-là de mes études, j'allais en club canin. J'étais devenue monitrice, donc je donnais des cours bénévolement dans un club. Et ça prenait de plus en plus, on va dire, de place dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai envie d'essayer de faire mon métier. Parce que j'ai eu plein de passions dans ma vie où j'avais manqué tellement de confiance en moi que je me disais, de toute façon, je vais pas y arriver parce que c'est des secteurs où il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés, ou c'est toujours un peu des métiers, voilà, éthologue. J'avais réussi les concours des Beaux-Arts et puis je me suis dit, de toute façon, j'arriverai pas non plus. Pour être artiste, faut se démarquer du lot, donc ça sera pas pour moi, etc. Donc je me suis bloqué plein de portes comme ça à plein de moments, et puis à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'essayer pour une fois, j'ai envie d'essayer de vivre vraiment d'un truc qui me plaît et qui me passionne, et tant pis si je gagne pas beaucoup de sous, parce que faire de l'office de tourisme au SMIC, autant gagner pas beaucoup de sous, mais être avec les chiens. Voilà, c'était un peu ma logique au départ. Okay. Voilà. Donc j'avais déjà un bagage de quelques années dans le chien à ce moment-là. Peut-être 7 ans d'assaut, de sport canin, etc. Et puis j'ai voulu compléter du coup cette expérience-là un peu de terrain par une formation qui pour moi comblait un peu les lacunes que j'avais, qui était la gestion de l'humain, la conduite d'entretien et les problèmes de comportement, parce que l'éducation, apprendre des comportements à un chien, c'était pour moi pas forcément un problème ou quelque chose qui me faisait peur. Mais par contre, gérer plutôt des chiens qui ont vraiment des problèmes comportementaux, c'était quelque chose sur laquelle je me sentais avoir des lacunes. Donc j'ai fait une formation qui s'appelait à l'époque comportementaliste médiateur pour animaux de compagnie, qui était donnée par le APAC, mais qui n'existe plus maintenant, et qui a été très chouette. J'ai rencontré plein de belles personnes avec qui je suis encore en contact. Toute notre promo, on a été très très proches, et ça m'a permis de me dire
Ok, j'ai encore des infos un peu plus, j'ai un petit peu étoffé ma boîte à outils, même si elle était vraiment pas beaucoup remplie maintenant avec le recul, mais je vais me lancer quoi, voilà. Ok, trop cool. Et donc ça, c'est il y a combien de temps alors que tu as fait cette formation? C'était il y a 8 ans, un truc comme ça, parce que ça fait 7 ans que je me suis installée, donc c'était l'année d'avant quoi. Trop bien. Donc tu te lances dans les Hautes-Alpes à ce moment-là Ouais, c'est ça. J'ouvre ma en petite tant entreprise. qu'éducateur? Alors, mon entreprise, elle existait déjà. J'avais fait une petite auto-entreprise pour vendre des jouets que je créais, des lestes, des trucs comme ça. Alors, j'en vivais pas du tout. C'était en plus de mes études, plus pour m'amuser et voir un peu comment ça fonctionnait une entreprise. Et du coup, j'ai juste fait une adjonction d'activité quand j'étais démarré éducateur canin. Et donc, c'était en 2015, voilà. Février 2015, je me suis installée et puis voilà, on a attaqué. Trop cool. Mm. Bon alors du coup, depuis, tu as pas mal avancé, tu as continué les sports canins, je crois, mais tu as aussi découvert les soins coopératifs, ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a confronté à ce sujet-là? Et comment tu as décidé de te spécialiser là-dedans? Après cette formation dont on a parlé, j'ai continué à me former. Parce que pour moi, Ouais, déjà, ça me passionne de me former, d'apprendre plus. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Je continue à apprendre des trucs et à apprendre des autres, à explorer d'autres sujets, etc. C'est vraiment le chien, finalement, c'est un milieu où on peut partir dans plein de directions différentes et il y a vraiment tellement de choses à apprendre, c'est trop chouette. Donc, du coup, là, j'ai continué à me former et j'ai fait notamment une formation qui a été organisée par Benjamin Bonhomme à l'époque, qui organisait tout ce qui était Dog Event. Je sais pas si tu as connu ça. non. C'est des gros séminaires de 3-4 jours où ils faisaient venir les pointures d'outre-Atlantique, quoi. Donc, ils venaient, et on a eu Chirag Patel, on a eu Suzanne Friedman, on a eu Cathy Esdao, enfin vraiment plein de gens pointus. Il a fait ça peut-être 3 ans. Et après, il s'est marié avec une conférencière, il est parti au Canada et du coup, du coup on a plus de Dog Event. Oh, la fuite des cerveaux! Voilà, exactement. Bref, Ok. je suis très contente pour lui. Mais nous, du coup, on a plus de dog event. Du coup, c'était des anglophones qui amenaient du savoir qui, nous, on était en France, on était quand même un petit peu à la ramasse, un petit peu à la bourre là-dessus, au niveau scientifique, etc. et avancé au niveau des méthodes. Et donc, c'était des personnes plutôt anglophones qui venaient venir de très loin. Et il y avait des traductions. Donc, du coup, ça permettait quand même aux Français qui parlaient pas trop bien anglais d'avoir accès à ces savoirs-là un peu plus facile qu'actuellement, parce qu'actuellement on n'a plus de dog event et on peut facilement avoir des visios, mais il y a plein de trucs en visio, donc ça c'est cool. Mais si on parle pas anglais, on est vite bloqué à un petit cercle francophone. donc ça c'était vraiment chouette. Et donc il avait fait venir Chirag Patel et Suzanne Friedman sur un stage qui était un workshop, on était je crois peut-être 16, un truc comme ça en tout, et on faisait de la théorie, de la pratique. Et à ce moment-là, il y a eu le soir, on faisait des ateliers pratiques et il y a eu un soir où Chirag Patel nous a présenté le Bucket Game, qui est, on va dire, une introduction aux soins coopératifs, que lui a mis au point et qui est assez simple, qui consiste à ce que si le chien regarde un pot avec des friandises, ça veut dire qu'il est OK qu'on lui fasse des soins, et s'il détourne la tête, c'est qu'il n'est pas OK, hein, tout simplement. Et ce concept-là m'a beaucoup plu. Ça a un peu fait tilt et j'ai voulu après un peu explorer ce concept. Sachant que avant ça, j'étais déjà sensible au medical training, donc on parlera après de définition, mais c'est une technique qui vise à entraîner les animaux pour qu'ils supportent mieux leurs soins. Et ça, je le faisais même avant de mon installation, puisque j'aimais beaucoup, j'étais un peu fan d'une personne qui s'appelait le docteur Sophia Lynn, qui était une vétérinaire américaine, qui défendait vraiment cet aspect d'essayer d'avoir des animaux moins stressés pendant les soins. Donc elle, c'était pas en soins coopératifs, il n'y avait pas forcément une notion de contrôle de l'animal sur nos actes, mais vraiment de créer des associations positives, exposer le chien de manière progressive pour qu'il s'habitue, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une personne que j'appréciais beaucoup. Et en fait, l'année de mon mémoire, elle s'est suicidée. Donc elle fait partie des vétérinaires qui sont pris leur propre vie, parce qu'il y en a plein. C'est pas un métier facile. Et du coup, je me souviens que mon mémoire de l'EAPAC, je l'ai dédié à sa mémoire, parce que c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Donc c'était quelque chose qui me touchait, déjà ce rapport aux soins et au stress de l'animal durant les soins. Et quand j'ai découvert, c'était en 2016, je crois, donc là, peut-être un an après, je me suis installée le séminaire avec Chirag et Suzanne, et que Chirag a parlé du Bucket Game, voilà, ça fait tilt un peu en me disant, ok, c'est encore mieux que ce que je faisais jusqu'à présent. Et en fait, de ce concept-là,
j'ai un peu extrapolé et créé un peu ma propre approche des soins coopératifs. Voilà. Donc, j'ai pas été formée spécialement par quelqu'un d'autre. J'ai juste fait ce petit atelier avec Chirag et ensuite avec les connaissances que j'avais d'avant et ce concept de contrôle amené par Chirag que du coup après j'ai un peu extrapolé à d'autres positions, d'autres comportements qu'on appelle le comportement consentement ou comportement feu vert. Et voilà comment je suis venue au soin coopératif. C'est hyper intéressant. C'est vraiment cool et c'est inspirant de voir. Moi, c'est un truc qui résonne beaucoup de voir que tu as des petites graines qui se plantent au fur et à mesure. Et puis, en fait, un jour, tu te dis, OK, en fait, c'était là que j'allais. C'est ça. Tu sais pas où ça t'amène, mais ça t'y amène, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Tu sais pas trop, mais voilà. Et après, j'ai pratiqué pas mal de temps un peu seule, finalement, dans mon coin, et développé un peu mon truc. Et après, on a beaucoup parlé, parce qu'avec Camille Nguyen, on avait fait stage ensemble. On s'était peut-être rencontrés, peut-être un peu même avant. Mais voilà, on a commencé à devenir un peu amis déjà à cette époque. Donc, commence à faire un bout de temps. Et donc, on a pas mal parlé de ça et on échange aussi autour de cette question. Et après, moi, j'ai essayé un petit peu de tester des choses et discuter avec d'autres personnes, mais il n'y avait pas trop de ressources à cette époque-là, quoi. Ok, ça marche. Tu as commencé à aborder un peu la définition des soins coopératifs, mais est-ce que tu pourrais nous définir véritablement ce que c'est ? Les soins coopératifs, en anglais, c'est Cooperative Husbandry Training. C'est un peu différent du medical training, parce que souvent on a des fois une confusion un peu entre les deux termes, on pense que c'est pareil, mais pas tout à fait. Grosso modo, le medical training, ça va juste être toutes les techniques d'entraînement qui visent à faire que le chien se sente mieux, moins stressé durant les soins et accepte mieux les soins, parce que le but c'est quand même de les soigner. Et les soins coopératifs, c'est une branche du medical training qui en plus donne, on va dire, du contrôle à l'animal sur ses soins. C'est-à-dire que l'animal va pouvoir dicter un peu le rythme de ses séances d'entraînement et nous dire quand est-ce qu'il est prêt à être exposé au truc qui lui fait peur, aux soins en tout cas, ça dépend un petit peu ce qu'on est en train de travailler, et quand est-ce qu'il n'est pas OK, quand est-ce qu'il a besoin qu'on s'arrête parce que c'est trop pour lui. Donc les soins coopératifs sont du medical training, mais tout le medical training n'est pas forcément des soins coopératifs. C'est voilà, la petite nuance. Et on va avoir recours du coup pendant les soins coopératifs à diverses techniques qui, comme je dis, sont pas inventées, ça découle juste des principes de l'apprentissage qui sont et la désensibilisation, et les processus d'habituation, et le contre-conditionnement. Sauf que en medical training, on utilise, on va dire, principalement ça, sauf que là, on va rajouter le fait que le chien ait du pouvoir sur notre comportement à nous, au travers de son comportement opérant, donc conditionnement opérant, la fonction de son comportement, quoi. Et ça change tout, je trouve. Et ça change tout. Ça change beaucoup. C'est clair. Bon, on va reparler plus longuement, mais juste avant ça, tu disais tout à l'heure la première vétérinaire dont tu parlais. Du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'elle faisait plutôt du medical training et que tu as découvert avec le Bucket Game plutôt l'aspect soins coopératifs, c'est ça ? Exactement. C'est tout à fait ça. Et en plus, du coup, le docteur Sophia Yin, il y avait aussi tout un aspect comment faire des contentions qui stressent moins. Parce que donc elle était vraiment véto et elle faisait des formations beaucoup pour les vétos et les ASV. Il y avait une petite partie aussi éduc, mais c'était quand même vraiment plutôt par rapport à son but de former les cliniques. Et donc il y avait quand même aussi, par exemple, pour les chats, des techniques de serviettes pour qu'ils soient moins stressés mais qu'ils soient contenus. Pour les chiens, comment positionner pour être en sécurité, mais aussi faire une contention qui soit la plus douce et la moins stressante possible pour l'animal, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu, quand on fait des soins coopératifs, on ne parle plus du tout de contention, mais c'était aussi un gros aspect de son travail, en plus de ce qu'on parlait tout à l'heure, tout ce qui est contre-conditionnement et des sensibilisations, quoi. Voilà. Et donc, le Bucket Gate de Chirag Patel, il permettait de mettre une autre pièce de puzzle dans ce truc-là, et ça fait passer au stade supérieur, voilà. Oui, c'est clair. Et est-ce que c'est une problématique que tu as rencontrée, toi, avec tes chiens ? À l'époque, du coup, tu avais déjà Kali ou pas encore ? J'avais déjà Kali, puisqu'elle a fait ce fameux séminaire, elle l'a fait avec moi. Et d'ailleurs, pendant le stage, du coup, il y avait un des ateliers où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et j'avais choisi de travailler un peu sur ce concept, qui était, au lieu de rester sur du bucket game, je lui faisais mordre un bâton avec sa gueule. Et si elle mordait le bâton, je pouvais la toucher. Et par contre, si elle lâchait le bâton, j'arrêtais de la toucher. Mais j'ai pas eu spécialement de problème, moi, avec mes chiens pour les soins. Parce que je pense que j'avais déjà commencé le medical training depuis longtemps et
Et même s'ils n'avaient pas forcément, c'était pas aussi clair qu'un comportement bien précis, je suis OK, je suis pas OK. Enfin, j'observais leur comportement et j'essaie de voir que voilà, je les forçais pas et je renforçais beaucoup quand ils étaient calmes, etc. Et j'essayais de créer des associations positives. Donc, je pouvais couper les griffes avec des chiens hyper relax qui me donnaient leurs pattes déjà à ce moment-là. Mais c'était pas aussi structuré que ce que je fais maintenant, quoi. Voilà. Ok, hyper intéressant. Je voulais revenir sur l'intérêt des soins coopératifs. Donc, tu en as parlé brièvement, mais je voudrais un peu plus creuser cette histoire de consentement parce que je trouve que c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est ça qui change tout. Et je trouve que faut vraiment en parler parce que c'est vraiment trop important. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point-là ? L'intérêt des soins coopératifs, déjà, il y en a plusieurs. Comme pour le medical training, il y a certaines choses qui sont déjà juste avoir un chien qui accepte des soins, donc de pouvoir faire des soins de meilleure qualité, parce que quand on peut juste pas du tout manipuler son chien, pas du tout le toucher, quand on doit faire des soins, on peut avoir une aggravation de la maladie ou de la blessure. Et puis, diminuer le stress, les impacts négatifs qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a plein. Et après, ça peut être aussi simplement prévenir de ne pas se mettre en danger, parce que ça soit tout ce qui est personnel vétérinaire ou même les propriétaires. Un chien qui veut vraiment être manipulé, il y en a qui vont juste s'inhiber et accepter ce qu'on leur fait, mais en étant vraiment très mal quand même intérieurement. Et puis il y en a qui vont envoyer les dents. Donc il y a aussi ça comme intérêt, on va dire, premier. Après, les soins coopératifs, on va dire pourquoi il y a un intérêt par rapport au medical training. Ce qui est, je pense, aussi la question. Quand on fait du medical training et qu'on applique ces procédures de désensibilisation et de contre-conditionnement, si on le fait juste un petit peu avec ce qu'on observe comme ça, déjà on peut se tromper sur l'état émotionnel du chien, parce qu'il y a des chiens qui vont beaucoup montrer qu'ils sont mal à l'aise et d'autres non. Et du coup, on peut déjà dans un premier temps risquer de sensibiliser le chien au lieu de le désensibiliser, parce que il n'a pas moyen de nous dire vraiment qu'il n'est pas OK ou qu'il n'est pas bien. C'est que notre propre jugement, nous, et de l'interprétation, du coup, de ce qu'on voit. Voilà. Et du coup, les soins coopératifs, ça va vraiment apprendre au chien qu'il peut, avec un comportement volontaire, nous dire, nous communiquer, vraiment être dans un échange, comme un dialogue, nous dire, là, je suis OK, je suis prêt, on peut y aller. Et là, je suis pas OK. Donc déjà, c'est un garde-fou pour nous en tant qu'entraîneurs, parce que je ne vais pas dire éducateurs, parce que c'est vrai que y a aussi les particuliers, donc ils sont les entraîneurs de leur propre chien. Mais en tant qu'entraîneur, ça va nous être un garde-fou que si jamais le chien nous dit stop, on va pas aller plus loin et on a moins de risque de le sensibiliser. Alors que si on n'avait pas eu notre chien qui nous dit clairement là c'est stop, on risque d'aller trop loin et de faire pire que bien en fait. Voilà. Donc ça, c'est une première utilité. Et ensuite, en fait, le fait que le chien ait le contrôle sur l'interaction, souvent, ça diminue beaucoup le stress parce qu'il sait qu'à tout moment, il pourra arrêter ce qui va se passer. Donc, il n'a pas de raison d'être hyper inquiet parce que on va jamais forcer, on va aller toujours à son rythme. Et ça, en fait, c'est ça qui change, je pense, vraiment beaucoup de choses. Il y a des chiens où on va vraiment avoir un déclic, où si on les force, ça va pas du tout aller bien. Ils vont vraiment être très, très, très stressés. Et alors que dès qu'on leur donne le contrôle et qu'ils comprennent qu'ils ont ce contrôle-là, ça change tout. Donc on peut avoir des chiens avec des réactions qui sont extrêmes, où on se dit, ce chien-là, ça va prendre des mois, des années à arriver à faire quelque chose. Et en fait, juste avoir le contrôle, ça va tout changer. Et puis des chiens qui finalement paraissent pas forcément si réactifs, eux, ça va être plus lent. Donc on va dire les résultats sont parfois assez surprenants. Juste le fait d'avoir ce changement où le chien a du pouvoir sur notre comportement à nous, humains, qui est pas si souvent en fait dans leur vie en fait. C'est clair. Alors pour revenir un peu sur mon expérience, moi Charlie a énormément de mal avec les soins, même si depuis qu'il est tout petit, j'ai toujours essayé de faire au mieux, mais bon voilà, c'est comme ça. Je crois que là j'aurais pas pu faire mieux. Et puis en plus il a eu des mauvaises expériences avec des grosses douleurs quand il est allé chez le vétérinaire, et donc tout ce qui est vétérinaire pour l'instant, c'est clairement pas possible, il n'y a rien de faisable si c'est une personne tierce. Mais par contre, grâce à ton cours sur Muso Plus, on avance quand même bien sur la partie soins du quotidien.
on va dire. Et on part de très très loin parce que c'est juste brosser. Bon, c'est un beagle, je ne le brosse pas tous les 4 matins non plus, mais pour histoire de faire l'exercice, c'était déjà pas une mince affaire. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que alors, dans le cours, peut-être qu'on peut en parler là, tu développes le concept de porte de sortie qui introduit un choix en plus dans le processus de collaboration et dans le fait que le chien puisse avoir du contrôle sur ce qui se passe. Et pour l'avoir testé, je me souviens les premières fois, dès qu'il a capté le principe de la porte de sortie et que s'il allait là-bas, c'était OK, c'était une autre chose, quoi, et qu'il avait le contrôle sur le truc, ça a été incroyable. Vraiment, il y a eu une communication qui s'est faite et je me suis dit, OK. Genre là, je ne sais plus rien de mon chien. Il vient de capter un truc que je pensais même pas qu'il pourrait capter aussi vite. Et en fait, je me rends compte maintenant, et puis avec mon œil aussi un peu plus pro qu'il y a quelques mois, à quel point ça s'est reporté dans plein de situations de notre quotidien, que ce soit en balade quand on décide du chemin. Voilà, il y a vraiment plein de situations. Et je trouve que juste un petit entraînement comme ça de medical training, qui était un truc où j'y allais un peu à reculons parce que c'était franchement pas agréable au départ, a changé tellement de choses. Ça a fait déclic et ça a débloqué un truc vraiment dans le reste de notre quotidien qui a été incroyable. Ah, ça m'émeut. C'est vrai. Ça m'émeut toujours parce que c'est souvent le retour qu'on fait, en fait. C'est le retour que tu fais où, OK, j'ai fait des soins coopératifs et j'ai progressé là-dessus, mais il y a un impact plus large que juste les soins. Et c'est quelque chose qui se ressent, en fait, souvent. Et je pense que ça vient de deux choses. Bon, bien sûr, il y a quelque chose que le chien comprend, mais il y a aussi, je pense, nous, en tant qu'humains, où il y a un peu un changement de paradigme, où on se dit ah ouais, mais en fait, mon chien, il a une voix vraiment, il peut vraiment décider pour lui-même et il peut me le dire, il n'a pas de mots, mais si je lui apprends comme un langage des signes, il peut me signer qu'il veut ça ou ça, et on peut vraiment avoir un dialogue ensemble, on se comprend, quoi. Et ça va bien plus loin effectivement que les soins, parce qu'après, ça se répartit de partout, et ça, c'est trop beau. Donc, la porte de sortie, c'est encore un autre concept que les soins coopératifs. Pour moi, c'est pas, ça se limite pas que aux soins coopératifs. Donc, je vais expliquer brièvement, parce que sinon, les gens qui nous écoutent, qui en ont jamais entendu parler, ils vont rien comprendre. Et pour le coup, ça, voilà, je l'ai appris nulle part. Voilà, j'ai expérimenté toute seule et développé un peu ce concept-là. Du coup, c'est venu un peu d'une réflexion avec justement la femme de Benjamin Bonhomme, qui est chercheur en psychologie animale. Et donc, elle me disait, on parlait de soins coopératifs, et elle me disait, en fait, le chien, il n'a pas le choix en soins coopératifs. Et moi, ça me perturbait. Elle me disait, si, quand même, il a le choix. Et elle me disait, il a le contrôle, mais il n'a pas le choix. Et elle avait fait une petite conférence sur le choix, où elle avait fait une expérience par rapport aux chiens médiateurs. Donc, grosso modo, c'était pour évaluer si les chiens aimaient vraiment faire cette activité ou pas. Et ils avaient le choix ils avaient deux boutons, ils appuyaient sur un bouton, ils passaient un certain nombre de secondes avec les personnes dans la pièce, et ils avaient une friandise, un truc comme ça. Et ils appuyaient sur un autre bouton, et ils sortaient à l'extérieur le même nombre de secondes, et ils avaient une friandise. Et du coup, il y avait toujours une friandise dans les deux cas pour le chien, mais il y avait quand même l'activité qui changeait, quoi. La présence ou pas de la personne, ou l'activité de médiation. Et donc, il y avait beaucoup de chiens qui avaient en fait choisi de sortir plutôt que de rester dans la salle. Plus de chiens qui préféraient être à l'extérieur. Il y en avait quelques-uns quand même qui avaient bien voulu rester en contact, mais c'était quand même pas la majorité. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu poussée à me dire, en fait... Mon chien, quand il fait soins coopératifs, il a deux options. C'est soit il se met en position et il va avoir une friandise, soit il peut me dire qu'il ne veut pas le soin, mais il n'a pas de friandise. Et donc, il est un petit peu contraint, s'il veut avoir une friandise, de faire la séance de soins. Et donc, il y a une forme de coercition, et effectivement, finalement, il n'a pas vraiment le choix. Il peut contrôler l'interaction, il peut gérer le rythme. Mais pour avoir la friandise, il n'a qu'une seule option. Il faut subir le soin, quoi. Accepter les manips, la séance, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, je pourrais leur apprendre un autre comportement qui leur permettrait, qui soit clair aussi. Et le but, c'est que ça soit limpide, que nous, on ne soit pas dans l'interprétation de « ouais, il est peut-être pas très à l'aise, ou il a peut-être envie, donc je vais... » Voilà. Là, pour moi, c'est le chien, il nous communique clairement par un comportement qu'on lui a appris
que il veut une friandise, mais pas subir le soin. Et du coup, dans la séance, on se retrouve avec un chien qui a un choix, qui est soit je peux prendre la position, subir le soin et avoir ma friandise, soit je fais ce comportement autre qu'on m'a appris et j'aurai une friandise, mais j'ai pas à subir le soin. Et souvent, les gens ils me disent mais du coup, pourquoi mon chien il voudrait faire les soins? C'est vrai, on peut se poser la question. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut être intellectuellement honnête. Il y a le fait que, de toute façon, si il veut avoir une friandise en faisant ce comportement de porte de sortie, il va devoir se réengager à un minimum dans la séance. Donc, il va au moins devoir sortir de son tapis, si on prend l'exemple de la porte de sortie, aller se coucher sur un tapis, qui est pour moi un truc que j'apprends en priorité, mais on peut inventer un autre comportement de porte de sortie. Mais celui-là, je le trouve très pratique, donc c'est celui que j'utilise le plus couramment, on va dire. Et donc à ce moment-là, il va au moins sortir de la station et éventuellement revenir. Il n'est pas obligé d'aller en position, mais il va devoir quand même juste se réengager pour avoir la friandise. Donc il y a quand même cette espèce de chaîne de comportement qui fait qu'il va se réengager un tout petit peu, en tout cas sortir de la station. Mais en fait, ils ont envie d'interagir avec nous. Donc c'est ça qui fait aussi la différence d'aller juste sur la station. Ils ont envie de cet échange, ils ont envie d'apprendre. Et si nous, on applique la bonne difficulté durant notre séance, de manière à ce que ce ne soit pas trop aversif, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas envie de revenir. Donc c'est surtout, on va dire, le cumul entre la position de consentement plus la porte de sortie, c'est encore un double garde-fou, où si c'est trop aversif, clairement le chien il va aller sur la station parce qu'il aura son bonbon là-bas, et que si ça fait trop peur ou ça fait mal, ou voilà, il pourra toujours sortir et il aura moins de raisons de rester que de se sentir, on va dire, tiraillé entre j'ai envie du bonbon mais j'ai quand même peur, mais j'ai envie du bonbon, donc je sais pas trop. Et rien que ce tiraillement, je pense interne, je pense qu'on a tous été dans un cas où on a un choix à faire et on sait pas trop lequel faire, et juste ce tiraillement interne de pas savoir quoi choisir, c'est pas agréable déjà. Donc ça peut déjà créer un stress en plus. Donc le fait de pas avoir ce stress là, ça facilite encore les soins, je pense. Ouais, c'est clair. Voilà. Et après la porte de sortie, moi j'utilise en sport canin, parce qu'en fait ce truc-là de forcer le chien, il est dans tous les entraînements. À partir du moment où on utilise un renforçateur qui est désiré par le chien, c'est une forme un peu aussi de coercition, parce que c'est quand même une contrainte, même si c'est psychologique. Et si on a un chien, admettons, si je prends l'exemple de l'agility, à qui on demande de sauter et qui rate son exercice, je sais pas, il fait tomber la barre et qu'on répète et qu'il n'y arrive pas, mais qu'il le fait quand même parce qu'il veut la friandise ou le jouet, alors peut-être que s'il avait sa porte de sortie, il serait allé directement sur la porte de sortie pour avoir son jouet, et peut-être que s'il rate, c'est parce qu'il a mal quelque part. Mais vu qu'il est contraint par l'envie d'avoir le jouet ou la friandise, il va quand même faire l'exercice qui lui fait mal. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé, pas que en soins coopératifs, on déborde un peu du sujet, mais aussi dans n'importe quelle activité, pour que le chien ne soit pas contraint par nos renforçateurs à faire un comportement que nous, on a décidé, parce que c'est nous les entraîneurs. Ne font pas de mauvaises blagues. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, et je trouvais que ça avait quand même son intérêt d'en parler là, de la porte de sortie, parce que je trouve que tu l'amènes très très bien dans ce cours sur les soins coopératifs, et c'est un très bon exemple en fait, qui après voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et que le chien a compris comment ça fonctionnait, c'est duplicable à l'infini et dans plein de situations, mais je trouve que c'est un joli point de départ, surtout sur quelque chose qui est aussi sensible que les soins, donc c'est très très chouette. Cool, merci pour ton retour. Et puis il faut savoir que cette porte de sortie, elle n'était pas dans les premières versions du cours. Ouais. Parce que c'est un concept auquel j'ai réfléchi après, parce qu'au départ, c'était... Voilà, je faisais juste... on avait juste ces deux options, et après, éthiquement, je me suis dit, là, il manque quand même une pièce du puzzle, quoi. Donc j'ai rajouté ça, je pense que c'était peut-être sur la 3e session, ou un truc comme ça, quoi. Ça n'a pas été de suite. Donc les tout premiers élèves, ils n'ont pas eu la porte de sortie. Et après, voilà, maintenant c'est dans la première semaine, parce qu'on la met en place directement, quoi. Voilà. C'est trop important. C'est clair. Et bravo, parce que je trouve que ça chouette de dire que même si tu as déjà mis en place une formation, un truc, une façon de faire, tu continues de réfléchir à l'éthique que tu mets là-dedans. Je trouve ça très chouette et très inspirant. Merci. J'essaie de... Enfin, pour moi, c'est
c'est normal et c'est quelque chose voilà, que je fais toujours. Et là, le cours, il y a des vidéos qui commencent à être un peu vieilles, donc il y a des vidéos qui vont changer. Le contenu va évolue toujours un petit peu d'une session à l'autre. Je fais toujours un peu des modifs parce que la science, elle évolue. Moi, je grandis et surtout mes élèves me font beaucoup grandir, l'expérience que je prends avec eux. Donc, ils m'apprennent énormément. Et en fonction des difficultés qu'on rencontre ensemble, et le cours évolue aussi pour que les élèves suivants, on puisse déjà leur donner le plus d'infos possible pour qu'ils réussissent dès le départ, quoi. Voilà. C'est trop cool. C'est une jolie phrase, ça. La science évolue et moi, je grandis. On parle tout à l'heure du cours en ligne sur Muso Plus, peut-être pour contextualiser pour ceux qui n'auraient pas l'information. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette histoire ? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, Muso Plus, c'est une plateforme de cours en ligne francophone qui est dirigée par Camille Nguyen. C'est sa fondatrice. Elle participe aussi en tant qu'instructrice. Et sur cette plateforme, on est plusieurs. Pour l'instant, on n'est que des instructrices. On espère qu'il y aura des instructeurs un jour. Mais pour l'instant, on n'est que des filles. Et on a chacune, on va dire, nos spécialités. Et donc, on donne des cours sur chacune un peu nos spécialités. Et ce qu'il faut savoir, qui pour moi est un peu quand même central et important de noter, c'est que sur cette plateforme, c'est Camille, on va dire, qui va choisir un petit peu les gens qui vont travailler sur cette plateforme. Et elle va mettre un point d'honneur à sélectionner des gens qui, on va dire, collent à une certaine éthique. Donc les valeurs, on va dire, portées par la plateforme, ça va être la science, le fait qu'on est axé sur tout ce qui est sciences comportementales et qu'on tient à jour nos connaissances. On a une éthique qui est bienveillante, que ce soit avec l'humain et le chien. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, on va dire, les deux grands axes qui sont portés par Muso Plus. Mais après, ça se décline dans chacune de nos disciplines, chacune de nos spécialités. Donc la plateforme, elle propose à la fois des cours qui durent 8 semaines, pour les formats classiques, entre guillemets, qu'on peut prendre soit en participant, et là, on peut poster des vidéos, et interagir avec l'instructeur, soit en auditeur, juste en ayant accès aux échanges entre les participants et l'instructeur, aux cours, au contenu, etc. Maintenant, il y a aussi des webinaires sur divers sujets, et puis on a des formations qui sont plus professionnalisantes. Donc Camille, elle propose une formation d'instructeur en fitness canin, et moi, en instructeur en soins coopératifs animaliers. Voilà. Trop cool. C'est un très, très chouette projet, et je vous invite à aller regarder toutes ces formations et toute la connaissance qu'on peut puiser chez Muso Plus. C'est toujours très bon à prendre. C'est cool. En pratique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemble une séance d'entraînement en soins coopératifs ou même les résultats? Comment ça se passe dans la pratique pour visualiser un peu l'histoire? Alors du coup, dans la pratique, on va apprendre d'abord au chien une position qui va plutôt être une position statique, parce que quand on fait des soins, on veut que le chien bouge pas, sinon c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plutôt une position statique qui va nous permettre de faire des soins de bonne qualité. Et donc ces positions statiques, elles sont diverses. On peut avoir des variations infinies. Moi, il y en a quelques-unes que je propose parce qu'elles permettent d'accéder, on va dire, à un peu toutes les parties du corps du chien. Mais après, en fonction du chien, on va les adapter, parce qu'il y en a certains qui peuvent pas rester debout parce qu'ils sont mal au dos, etc. Donc on va adapter la position qu'on choisit au chien, à l'animal, parce que ça marche aussi pour les autres animaux, et en fonction de soins qu'on a à faire. Évidemment, il faut que la position nous permette d'accéder à cette zone, à la zone qu'on doit soigner ou examiner, etc. Donc pour citer des exemples, ça peut être coucher sur le flanc, ça peut être poser la tête sur un support, que ce soit par nos genoux, ça nous permet d'accéder aux oreilles, aux yeux, etc. facilement, on a le chien juste face à nous. Ça peut être aussi poser les pattes sur une petite cible, voilà, ce genre de choses. Et du coup, au départ, voilà, juste on apprend la position, on n'associe pas de soins, on renforce le chien pour prendre cette position, on a un plan d'entraînement pour l'amener à prendre cette position, donc on va renforcer, et on va lui apprendre à rester dans cette position une certaine durée. Donc ça, c'est des fois un peu un challenge pour certains chiens et certains entraîneurs. Ça développe bien les compétences d'entraîneur. Et une fois qu'on a une certaine durée et que le chien est capable de prendre cette position quand il voit l'objet à laquelle on associe cette position. Donc ça, c'est très, très, très important. Moi, dans ma façon d'aborder les soins coopératifs, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais pour moi, ça doit être l'environnement qui est le signal pour prendre la position.
Donc, par exemple, si je mets un certain tapis sur le sol, ça va être le signal que le chien va se coucher sur le côté s'il veut avoir un bonbon et que les soins vont démarrer. Et il sait que s'il va se coucher sur ce tapis-là, les soins vont démarrer. Pour poser la tête, un objet, ça peut être le fait de poser le récipient sur ce support, par exemple une table basse. On pose le récipient sur la table basse et là, le chien, il sait qu'il va poser la tête devant, il aura une friandise. Voilà, mais j'essaie de pas ni avoir de geste, ni avoir de signal verbal pour inciter le chien à prendre ses positions. Parce que sinon, en fait, il n'a pas vraiment le contrôle si c'est nous qui lui demandons. Okay. Donc je veux que ce signal il soit environnemental, qu'il ne vienne pas de nous, pour pas qu'on ait de pression sociale sur le chien. En plus, il va être continu parce qu'il est toujours présent dans l'environnement. C'est-à-dire que du coup, le chien, il va choisir vraiment lui quand est-ce qu'il veut s'engager et quand est-ce qu'il veut pas s'engager, quand il veut s'engager ou pas s'engager du tout. Mais c'est lui qui va choisir le rythme. C'est pas nous qui allons dire, parce que je dis touche, c'est ponctuel, ça dure 1 seconde, et si le chien ne le fait pas, je vais devoir peut-être le répéter. Donc c'est pas ça, je veux vraiment pas avoir à faire ça. Sinon, pour moi, le chien n'a pas vraiment de contrôle. Donc voilà, ça c'est ma vision. Il y a des gens qui ne pratiquent pas comme ça les soins coopératifs. Une fois qu'on a ça, donc un chien qui est capable de prendre la position qu'on a prise, juste avec le signal environnemental, donc l'objet auquel on a rattaché cette position, et bien là, on va commencer à introduire des premiers gestes, des premiers touchés. Et si le chien reste en position, on va le renforcer, donner une friandise par exemple. Et si par contre, quand on le touche ou qu'on bouge la main, il se désengage, il retire sa tête du support, par exemple, si on prend cet exemple-là, et bien on arrête le soin tout de suite. Donc le chien, avec la répétition, au départ, il ne sait pas trop, mais avec la répétition, il comprend que quand il agit de telle manière, il y a telle conséquence, et quand il agit de telle manière, il y a telle conséquence. Et du coup, il va pouvoir commencer à se servir de son comportement volontairement pour obtenir ses conséquences. C'est plus du hasard, c'est lui qui décide et qui commence à comprendre que, en fait, c'est lui qui contrôle les choses, quoi. Et c'est là que la magie, elle commence à opérer en général. Et à partir de là, on va rebasculer sur des choses qui relèvent du medical training finalement, qui sont juste les procédures de désensibilisation, le contre-conditionnement, où on va décomposer notre soin en toutes petites étapes de manière à ce qu'il soit le moins aversif possible. Donc on va jouer sur la distance, on va jouer sur les différents stimuli sensoriels. Donc admettons que si je prends, je sais pas, l'exemple de la tondeuse, on va travailler le bruit d'un côté, la vision d'un autre côté, et puis on va après travailler tout ce qui est vibration, mais peut-être qu'on va mettre d'abord notre main entre la tondeuse et la peau du chien pour atténuer la vibration dans un premier temps, et pas tout de suite essayer de le tondre. Donc voilà, on va décomposer très progressivement de manière à ce que le chien s'habitue. Et avec les friandises qui sont données régulièrement, on associe une émotion positive avec ce moment-là et ces instruments. Mais ça va prendre parfois du temps, parfois ça va aller vite. Ça dépend du chien. Et surtout, plus on va aller au rythme du chien, moins on essaiera d'aller vite. Et plus on ira vite au final. Donc c'est un peu le lièvre et la tortue. Il faut être la tortue quand on fait des soins coopératifs. Ça, c'est pas de moi, c'est de quelqu'un qui fait des soins coopératifs sur la plateforme qui s'appelle Fenzi aux États-Unis. Et elle utilise cette image de la tortue et moi je la trouve vraiment très juste. Voilà. Ouais, c'est clair. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a du mal à pratiquer des soins sur son animal là comme ça de but en blanc? C'est super dur là comme ça. Il y a tellement de choses. Donc le problème, on va dire, c'est que souvent on a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire quelque chose au moment où ils doivent faire le soin. Et en fait, les soins coopératifs, c'est quelque chose qui est proactif. Si on est toujours dans la réaction, c'est très compliqué. Donc par rapport à ta question, là tout de suite, je vais faire comme si c'était une personne qui devait faire le soin tout de suite. Ouais. Et qui n'est pas dans la proactivité, du coup, pour le coup. Et là, ça peut être assez compliqué. Donc, si c'est un soin vétérinaire, parlez avec votre vétérinaire et essayez de voir si on peut éventuellement sédater l'animal, même avant la consultation, pour qu'il ait le moins d'impact psychologique et de mauvaises expériences retenues de ce moment-là. Donc, si on peut lui donner un petit cachet avant la maison et quitte à recédater après à la clinique, parce qu'il y a un soin urgent à faire.
et que vous savez que le chien il va être très très mal à la clinique, vaut mieux faire ça. Souvent on se dit c'est du chimique, j'ai pas envie de donner un médicament, etc. Mais en fait, la décharge de stress, c'est du chimique aussi. Et ça affecte le corps d'une manière des fois bien plus néfaste qu'un médicament. Donc on va voir, si je prends l'exemple du stress, on va avoir des chiens qui vont avoir la diarrhée, parce que nous aussi, quand on stresse, on peut être dérangé au niveau intestinal. Parce qu'en fait, les hormones du stress, elles vont court-circuiter les fonctions qui ne sont pas essentielles à la survie, à la fuite, à la bagarre pour réagir à un danger. Donc ça va être tout ce qui est digestif, tout ce qui est immunitaire. Donc c'est un stress qui est constant, ça a un impact aussi sur l'immunité du chien, etc. Et puis on a vu par exemple, il y a des études qui montrent que la guérison, la cicatrisation, elle va être plus lente si l'individu est stressé que s'il se sent bien. Donc voilà, il y a vraiment un impact général. Donc autant donner un petit cachet pour que le chien soit plus zen et aille chez le vétérinaire avec moins de stress. Si après c'est des soins que vous avez besoin de faire à la maison, ça peut être un peu plus compliqué. Donc essayez déjà d'aller progressivement autant que possible, associer plein de choses agréables, essayer de détourner l'attention. Si vous êtes deux, ça peut être aussi plus facile parfois. Donc donner des friandises en continu pendant que quelqu'un va juste nettoyer une plaie ou enlever une tique par exemple. Voilà. Et puis ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on a à soigner, parce que parfois si c'est vraiment douloureux, ça peut être plus compliqué. Mais voilà, ça on va dire c'est des mesures d'urgence, quoi. C'est pas des soins coopératifs. Ouais. Mais c'est important de le rappeler parce que effectivement on se sent vite démuni. Moi mon vécu du Maine parle là maintenant, parce que maintenant je sais que Charlie est capable de gérer quelques petites situations avec moi, mais c'est pas le reste du temps. Et clairement, si j'ai à faire appel à un vétérinaire, moi je suis vachement plus stressée et vachement plus traumatisée que lui sur le long terme. Donc effectivement, c'est des solutions qui sont précieuses, et je trouve ça vraiment fondamental de rappeler que le medical training, ça se bosse quand il n'y a pas de problème. C'est un peu comme plein de trucs, mais c'est pas forcément très intuitif, mais ça se bosse quand il n'y a pas de problème pour que quand il y en a, ça soit mieux. C'est ça. On peut pas, on s'accroche un peu aux branches, quoi. Si on doit faire un soin urgent, que le chien n'est pas prêt, ça peut arriver même pour des chiens entraînés, hein, mais dans ce cas-là, déjà sur les chiens qui sont entraînés, ce qu'il faut savoir, c'est que même si à un moment donné on est obligé de faire un soin un peu forcé avec une contention, parce que des fois c'est leur vie, elle est en jeu, donc on ne peut pas leur laisser le choix à ce moment-là. Mais si on a bâti toute cette relation de confiance avant et de choix, et qu'on les a désensibilisés à plein de manipulations différentes, ça construit aussi une certaine résilience, et on a des chiens qui vont quand même arriver à mieux se remettre déjà, parce que c'est comme un compte en banque, vous avez rempli votre compte en banque, et si vous faites un retrait de temps en temps, vous ne serez pas à découvert. Alors que si vous remplissez jamais votre compte en banque de la confiance, le jour où vous faites un des retraits parce qu'il y a un truc pas sympa qu'on est obligé de leur faire, et là l'impact sur la relation et sur leur vision des soins va être beaucoup plus important. Et on paye des agios. Voilà, exactement. C'est une bonne image. Les agios, c'est très bien, ouais, exactement. Donc voilà, il faut bien remplir notre compte en banque pour pouvoir faire des retraits. Et ça permet que si jamais notre chien n'est pas prêt pour un certain soin, et qu'on doit y aller un peu sans lui demander son avis à ce moment-là, on soit pas à découvert et à déposer le bilan, quoi. C'est très imagé, cette histoire. Voilà, c'est ça. Et après, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que faites attention quand même. Il y a des choses qui peuvent être sympas. Par exemple, les leak mats, donc des tapis de léchage, où le chien va lécher en continu un tapis sur lequel on aura étalé, en tout cas, de la pâtée pour chien ou des trucs comme ça. C'est super. Ça permet des fois de distraire le chien quand on est tout seul et de pouvoir faire le soin pendant ce temps. Mais faites bien attention, si vous utilisez ce genre de solution, que votre chien ne fasse pas de la garde de ressources. Parce que si vous avez un chien qui défend sa bouffe déjà d'habitude, qui n'est pas très à l'aise, et qu'en plus vous lui faites un soin, ça peut mal terminer. Donc faites quand même attention à ça. Mais ça peut être aussi une option pour les chiens qui n'ont pas pris une position, par exemple. En attendant, ça peut servir. Ok, très bien, c'est noté. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. On arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir pris ton premier chien, et qu'est-ce que tes 4 loulous t'apportent au quotidien ? Déjà, alors mon premier chien,
quand je l'ai pris, je m'attendais pas du tout à te parler aujourd'hui, par exemple. Ouais. Quand je l'ai pris, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'embarque dans cette aventure-là. Bah, c'est sûr qu'il a changé complètement ma vie, parce que il a fait que j'ai trouvé ma voie, que j'ai trouvé un peu ma place dans l'univers, ou en tout cas, je me sens à ma place dans ce que je fais, et je me dis, bah ouais, là je suis à ma place. Et cette émotion-là, elle est incroyable. Je sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais c'est assez incroyable de juste se dire, ok, bah là je suis au bon endroit, je suis au bon endroit dans ma vie, quoi. Yes. Et après, il m'a apporté tellement de rencontres. Enfin, je veux dire, bien sûr, j'ai des amis d'enfance comme tout le monde, mais la majorité des gens que je connais, dont je suis proche aujourd'hui et qui enregistrent ma vie chaque jour, bah, c'est aussi parce que lui, il est rentré dans ma vie que j'ai rencontré ces gens, quoi. Donc, je lui dois pas tout, mais presque quand même. J'en laisse un peu à ma famille, mais... donc voilà, puis ça a été un chien qui m'a beaucoup appris, parce que c'était un chien qui était réactif. Donc j'ai commencé dès le départ avec un chien compliqué. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et il a été gentil de me pardonner. Donc voilà, moi, on parle d'erreurs hein, en club. J'ai plaqué mon chien au sol parce qu'il grognait sur d'autres chiens. Voilà, ce genre de choses, moi, je l'ai fait. Parce que, bah voilà, on me disait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et que j'étais pas assez dure avec mon chien et que mon chien n'était pas bien dans ses pattes parce qu'il n'avait pas assez de cadre. Et voilà, ça a été un long chemin pour arriver là où je suis aujourd'hui, on va dire. Éthiquement, ça ne me correspondait pas, mais bon, voilà, au départ, on dit bah, c'est eux qui savent, donc on fait. Donc voilà, ouais. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais il m'a beaucoup apporté pour ce cheminement, je pense, vers toutes ces remises en question aujourd'hui, de me dire, ben ok, là je fais un truc, mais je me sens pas à ma place, justement. Ça me correspond pas, donc qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre qui résonnerait plus avec moi. Et je pense que ça, c'est important, ceux qui nous écoutent peut-être, mais si vous sentez au fond de vous que ça résonne pas en vous, c'est qu'il faut chercher autre chose, quoi. Moi, ça a été une grosse leçon avec lui. Et il m'en a laissé quelques-unes sur lesquelles je travaille encore. C'est cool. Voilà. Et puis après, mes 4 loulous que j'ai encore. Donc, j'avais eu un autre petit chien qui est décédé avant Boost, mais que j'avais pris après Boost. Il est décédé, il avait 9 ans. Il s'appelait Figolu, un petit chihuahua, très mignon, très gentil. Mais les quatre que j'ai aujourd'hui, bah, ils m'apprennent encore d'autres leçons. Je suis en grosse remise en question en ce moment. Un peu le contre-pied de, ok, la liberté, mais jusqu'à quel point. En fait, j'avais 3 chiens avec lesquels c'était super facile la vie. Je pense que parce que ils ont eu un cadre de vie différent de mes chiens actuels. J'ai fait pareil qu'avec mes premiers chiens, c'est-à-dire que je laissais la porte ouverte tout le temps, ils faisaient leur vie, et c'était trop bien, et c'était vraiment la vie que j'avais envie pour eux. Et puis là, les dernières années arguments, les petits jeunes, en fait, ils ont tendance à être un peu foufous, laissés sans contrôle du tout. Donc du coup, j'ai notamment ma petite border qui se met en danger toute seule, en fait, en courant comme une débile, à fond, parce qu'elle adore ça, mais du coup, qui se blessait. Et donc c'était un peu... voilà, là, la remise en question, c'est comment je fais, parce que je veux lui laisser de la liberté, mais je veux pas qu'elle se blesse, et je veux pas qu'elle entraîne tout le monde dans son sillage. Donc, quelles options j'ai, quoi, voilà, pour arriver à lui laisser du choix, et en même temps faire en sorte que ça se voit, qu'il n'y ait pas de danger pour personne, quoi, surtout pour elle et pour les autres chiens. Voilà. Donc voilà. Donc en ce moment, maintenant, en balade par exemple, elle est beaucoup derrière moi parce qu'elle ne sait pas juste balader normalement sans faire la course et partir n'importe quoi, comment, à sauter, à pas regarder où elle met les pattes et se faire mal. Donc rester derrière moi, marcher derrière moi, elle peut bien sûr aller renifler tout ce qui est derrière moi, mais pas me dépasser, en tout cas pas partir à fond devant. Que ça soit un peu comme une barrière. Moi, je suis une barrière et il faut qu'elle soit en arrière de moi. Elle peut faire ce qu'elle veut derrière moi, mais on ne court pas à fond devant. Donc là, pour l'instant, c'est le compromis sur lequel je suis arrivée. Mais c'est dur parce que c'est pas ce que j'avais envie pour elle, en fait. Voilà. Donc, voilà, les remises en question. Voilà, ils apprennent des nouvelles leçons. Voilà. Toujours sur un chemin. On grandit à chaque fois.
Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ce sujet ou sur d'autres? Ouais, sur ce sujet. Donc Muso Plus évidemment, pour tout ce qui est soins coopératifs. Je parle vraiment de mes cours. Vous aurez un cours sur comment commencer les soins coopératifs, avec l'apprentissage aussi de la porte de sortie. Et puis vous avez le même cours en multi-espèces, donc pas que pour les chiens, mais pour les autres espèces aussi. Et puis donc il y a la formation instructeur pour qui est destinée vraiment aux professionnels. Mais il y a aussi un petit webinaire sur débuter les soins coopératifs, si déjà vous voulez avoir un aperçu. Et un webinaire sur la porte de sortie exclusivement pour ceux qui sont intéressés par ça, vu qu'on en a parlé, mais pas spécialement par les soins coopératifs. Ensuite, on a un groupe Facebook sur les soins coopératifs qui commence à être assez étoffé. C'est Soins Coopératifs Medical Training. On a une bonne équipe de modératrices qui sont là pour vous guider. Et les membres sont bien actifs, on a plein de posts intéressants. Donc ça permet aussi de, maintenant, je pense, voir ce que c'est les soins coopératifs, regarder des vidéos de gens qui montrent un peu ce qu'ils font, poser des questions si vous en avez, etc. Donc ça peut être aussi un premier abord. Il faut fouiller dans les fichiers. Vous avez pas mal de ressources aussi dans les fichiers. On ajoutera ce podcast dans les fichiers aussi pour que les gens y aient accès. Très bien. Puis après, en termes d'autres ressources qui vont être plutôt anglophones pour le coup, il y a toujours le site de Sophia Yin qui est actif et sa formation. Donc ça, ils ont continué malgré son décès. Donc c'est tel qu'elle l'avait faite à l'époque. Donc il y a des choses qui se voient un petit peu moins dans la façon de faire. Mais moi, j'ai fait la certification et je la trouve quand même intéressante. Encore plus si on est vétérinaire, ASV, tout ça. Parce que c'est vraiment axé là-dessus. Mais c'est intéressant de voir son approche à elle. Et puis, on a Fear Free, qui est une organisation internationale, on va dire, basée aux États-Unis quand même, mais qui est une certification pour les cliniques et les éducateurs et les toiletteurs, et sur tout ce qui est, on va dire, soins medical training plutôt que soins coopératifs, même s'ils parlent un peu des soins coopératifs, pas forcément ces termes, mais ils abordent un peu différentes façons de faire que les animaux soient moins stressés durant les soins. Donc ça, c'est un truc qui est quand même bien répandu maintenant dans le monde entier. Et au départ, Sophia Yin, elle avait commencé à travailler au développement de Fear Free au tout début du balbutiement. Donc voilà, ça maintenant c'est énorme, il y en a dans tous les pays, et en France, ça commence à se développer aussi. Donc j'espère surtout qu'on aura plein de cliniques qui seront Fear Free, qui nous permettront de voir ça. On a un site, nous, qu'on a fait avec Camille, qui s'appelle soinscoopératifsanimaliers.fr. On essaie de faire un petit annuaire des personnes soignantes, donc vétérinaires, ostéopathes, masseurs, toiletteurs, etc., qui sont d'accord de travailler en soins coopératifs avec leurs patients. Donc grosso modo, ça ne veut pas dire qu'eux peuvent vous former aux soins coopératifs, mais si vous êtes déjà en train de faire des soins coopératifs avec vos animaux, vous pouvez aller voir ces soignants-là. Vos animaux seront respectés et vous pourrez avoir une discussion et faire équipe avec ces personnes-là pour une prise en charge au mieux de votre animal. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de développer. Et donc si des soignants nous écoutent, vous pouvez aussi devenir partenaire pour vous inscrire. On vous met dans l'annuaire et comme ça... Ça permet de mettre en relation, notre but c'est de mettre en relation les gens qui pratiquent et les soignants qui sont ouverts à cette approche-là. Voilà. Et il y a aussi quelques instructeurs qui sont dans notre annuaire, qui sont issus de ma promo d'instructeur en soins coopératifs. Ça commence à arriver, là, les premiers diplômés, donc ils commencent à être référencés aussi. Voilà. Et après, on a des cours sur Fanzig Dog Sport aux États-Unis. On a des cours sur Trompe-l'eau, sur laquelle je bosse, mais c'est ma plateforme en anglais, donc c'est les mêmes cours. Vous allez mieux aller sur Muso Plus parce que c'est les mêmes cours que vous aurez sur Trompe-l'eau. Et puis voilà, Chirag Patel, vous pouvez regarder un peu les vidéos sur internet. Il y a du Bucket Game, il explique un petit peu ce que c'est, si vous voulez avoir. C'est en anglais, mais on comprend quand même assez bien. Voilà pour les soins coopératifs. Je pense que c'est la partie ressources la plus complète que je n'ai jamais eue sur le podcast. C'est formidable. C'est très très bien. Donc, généralement, c'est une question qui est bien appréciée. Donc c'est super cool de nous avoir donné toutes ces ressources et ces thèmes à creuser. C'est chouette. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail, te retrouver sur les réseaux, par exemple? Ouais, alors je poste
vraiment pas assez, mais donc ma page c'est Iris Castin Ludicanis, donc vous avez ma page professionnelle, mais vous pouvez aussi vous abonner à mon profil perso où je publie des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles. Ça reste dans le chien bien sûr, mais voilà, si vous voulez voir un peu mes randos, des photos de mes chiens, vous pouvez aussi vous abonner à ma page perso. Je peux plus accepter d'amis, mais abonnez-vous et vous pourrez voir toutes les publications sont en public de toute manière, donc c'est pareil. Et la page pro, ça va être des publications un peu plus axées professionnelles. Donc voilà, les deux. Et j'ai une page Instagram aussi qui s'appelle Iris Castin. Voilà, c'est pas très original. Au moins, c'est facile à trouver. C'est clair. Ok, voilà. Super. Et un grand merci, Iris. Vraiment, c'était super chouette. J'ai encore 1000 questions, mais le temps nous on pourra faire un deuxième podcast. On pourra faire un deuxième épisode avec grand plaisir. Merci à toi et puis à très vite. Ok, salut. La prochaine. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Iris et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @iris_castin et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!